Discussion qui arrive à point nommé et nous sommes enchantés de pouvoir profiter de la présence de ces 6 merveilleuses femmes aujourd'hui. Nous voyons tous les soirs aux nouvelles des images de Syrie. Nous voyons la dévastation et la souffrance. Mais ce que les caméras ne peuvent souvent pas capter, ce sont les efforts déployés par tous ceux qui travaillent pour la paix. Nous avons une chance toute particulière. Aujourd'hui, nous avons à nos côtés ces 6 femmes qui travaillent sur le terrain et dans les cercles diplomatiques pour essayer de trouver une solution diplomatique à la crise en Syrie. Nous savons, la recherche nous le dit, que les processus de paix aboutissent mieux et sont plus durables quand les femmes, avec l'appui de mouvements et grâce à ont une influence et une participation significative. Nous avons parmi nous aujourd'hui des chefs de file du milieu juridique, de la recherche, des politiciens, des militantes chacune. Elles sont membres et fondatrices du mouvement politique pour les femmes syriennes. Elles viennent de différentes parties de l'Irak et elles présentent différents points de vue dans la discussion. Alors, j'aimerais brièvement vous les présenter. Je pense que vous avez leur biographie, alors je ne vais pas y consacrer beaucoup de temps. Tout d'abord, à mes côtés, nous avons Ruba Habouch, elles sont toutes membres de la Commission syrienne des négociations. Ruba est journaliste. C'est un domaine important. Elle est présentatrice à la télévision d'État syrienne. Elle a aussi participé à des manifestations anti-régime à Idlib et j'espère que qu'elle aura l'opportunité de parler de ses expériences dans cette partie de l'Irak. La Syrie. Oui. Pardon, j'ai peut-être pas bu assez de café ce matin. À côté de Ruba, nous avons Hind Abouad, qui est l'administratrice générale du bureau CSN à Genève et directrice Interfaith Peace Building du Centre for World Religion. Elle vient du mouvement des femmes et elle travaille à solidifier la participation des femmes dans l'opposition syrienne. Ensuite, nous avons Hanadi Abou Arab, qui est la vice-présidente de la CSN. Elle vient d'un milieu juridique, elle a été juge en Syrie et elle a aussi été la seule femme à participer au pourparlers pour le cessez-le-feu au Kazakhstan, où elle était conseillère juridique pour l'opposition armée. Ensuite, nous avons Basma Kodmani, qui est chercheur et professeur agrégé elle est chercheuse respectée dans ce domaine. Elle est cofondatrice de l'Initiative pour la réforme arabe, un partenaire du CRDI de longue date. Ensuite, nous avons Fadwa Ojili, qui a travaillé au conflit syrien depuis 2012. Elle vient du milieu des affaires. C'est là sa contribution à ces discussions. Elle a été négociatrice en divers processus. Et la dernière, mais non des moindres, est Alice Mofrej, qui est politicienne et qui a fondé la Syrian Women for State and Citizenship, une organisation axée sur la promotion de la paix et la création d'occasions économiques pour les femmes. Nous accueillons nos expertes. Alors, pour le déroulement ce matin, nous avons prévu des questions et j'espère avoir une discussion ouverte avec nos panélistes pour répondre à ces questions. Puis, nous espérons avoir un peu de temps pour le public dans la salle pour certaines questions de votre part. Je voudrais tout d'abord ce matin présenter une question au sujet du processus de négociation. Asma, je me demande si vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur l'état des négociations et quelles sont vos priorités en tant qu'équipe de négociation. Merci. Tout d'abord, je tiens à dire à quel point nous sommes reconnaissants d'avoir cette opportunité de visiter le Canada
et d'être accueillis par le CRDI, le Centre mondial pour le pluralisme, ici à Ottawa ce matin. Alors, merci pour cette opportunité de m'adresser à vous tous. Je tiens à dire que quand nous débutons nos rencontres officielles syriennes, dans bien des cas, nous marquons une minute de silence. Je ne vous demanderai pas de marquer une minute de silence, mais je tiens à vous dire que cette minute de silence est dans notre cœur à toutes, parce qu'en tant que négociatrices, nous devons marquer la souffrance, la violence dont notre population a souffert et notre rôle est de demander aux femmes, aux Syriens sur le terrain. Ce silence doit être respecté pour pouvoir espérer en arriver à des solutions. On parle de solutions équitables. Nous voulons que la solution soit aussi juste et équitable que possible. Quand on dit aussi juste et équitable que possible, cela signifie que nous voulons une solution paisible, pacifique pour la Syrie. Je vais dire quelques mots au sujet de notre situation actuelle dans ce processus. Au cours des 2 dernières années, dans ce contexte et dans un contexte maintenant élargi, nous avons joué le rôle de représentante de l'opposition syrienne. Et quand on parle d'opposition syrienne, il s'agit d'un groupe très diversifié de personnes qui viennent de différentes collectivités, différentes régions, différents milieux, différents contexte politique, mais nous avons tout un engagement vers une Syrie à venir démocratique. Depuis 2 ans, nous n'avons pas pu avoir de négociations du tout. Je pense que vous êtes bien au courant du fait que ces négociations qui ont lieu à Genève sous les auspices des Nations Unies n'ont jamais permis jusqu'à maintenant d'en arriver à une session bilatérale sérieuse où nous nous trouverions face à des représentants du régime Assad. Cela vous dit bien que l'intention de négocier une entente politique n'existe réellement pas. Nous n'avons pas de partenaire dans ces négociations depuis 2 ans et nous cherchons à avoir ce partenaire. Nous avons le sentiment que ce partenaire ne sera jamais ce régime qui ne veut pas écouter, mais peut-être plutôt la collectivité internationale, peut-être plutôt ceux qui appuient ce régime. Peut-être finiront-ils par comprendre que le moment est venu de mettre fin à la violence. Je pense que, et là il est peut-être trop tôt pour le dire, mais je pense que nous avons atteint un point tournant. La Russie a appuyé le régime pour pousser la violence jusqu'à l'extrême, pour aller jusqu'au bout dans ce recours à la violence pour changer la situation sur le terrain. Mais je pense que la Russie vient de comprendre que cette victoire militaire est accompagnée d'une situation très dangereuse sur le terrain. Le régime Assad est affaibli. Il est entièrement appuyé par des milices organisées par l'Iran sur le territoire syrien. La présence iranienne est très forte, très palpable, très visible. Et nos voisins du Sud n'aiment pas cette situation. Si les pays sont prêts à vivre avec l'Iran, l'Israël pas. L'Israël n'acceptera pas une présence iranienne sur le territoire syrien. Et donc, on en arrive à une situation de confrontation majeure potentielle et ça pourrait ne pas être limité à la Syrie. Ça pourrait se transformer en confrontation régionale avec la présence de toutes ces superpuissances sur le terrain. Ça pourrait aller encore bien plus loin. Je dirais qu'au point où nous en sommes, on pourrait voir un certain intérêt russe à participer au processus et à partir de là, il pourrait peut-être forcer le régime à participer à ces négociations pour parler de créer une constitution pour la Syrie, parler d'élections, et on pourra revenir plus tard là-dessus parce que c'est un enjeu important. On pourrait parler de la façon de créer un environnement sûr et neutre en Syrie pour pouvoir tenir des élections, pour pouvoir mettre en œuvre un cadre constitutionnel et pour mettre en œuvre une transition politique. Et puis-je dire,
En une seule phrase, le plus grand défi pour nous à l'heure actuelle, c'est que le processus de paix est toujours sous les auspices des Nations Unies, sous le mandat des Nations Unies, des résolutions des Nations Unies, et il ne faut pas que ce soit un simple morceau de papier vide de sens. Comme on le sait pour la Palestine, les résolutions n'ont jamais été mises en œuvre. Pour la Syrie, je ne dirais pas que c'est plus grave parce que la Palestine, c'est extrêmement grave aux yeux de la collectivité internationale, mais pour la Syrie, c'est suffisamment sérieux comme enjeu de sécurité politique et un enjeu moral d'abord et avant tout pour que cela reste à l'avant-plan et que cela soit considéré comme une solution légitime telle que définie par les Nations Unies. Merci Basmin, vous avez soulevé des enjeux importants au niveau de la situation régionale et de la nature explosive potentiellement et le risque d'accélération du conflit. Vous avez souligné certaines des priorités par rapport aux élections, constitutions et un milieu sûr et neutre en Syrie. Alors, je me demande si quelqu'un aimerait nous parler de cela. Hanadi, auriez-vous quelque chose à ajouter aux commentaires de Basmin? زميلتي بسمة غطت الإجابة عن السؤال من كافة الجوانب ولكن أحب أن أضيف شيئا أنه Ma collègue Basma a déjà couvert tous ces aspects lors de sa réponse et je crois qu'il est important de dire que pour ce qui est de la Syrie, il y a toujours des nouveautés. Il y a des changements politiques, il y a des changements sur le terrain et nous devons gérer beaucoup d'enjeux en même temps. Hier, il y a eu une rencontre entre la Russie et le régime syrien à Souchi. Et il y a eu des négociations et des accords quant à plusieurs enjeux, surtout pour un règlement politique. Mais la chose importante à retenir de cette rencontre est que le processus politique se doit d'être tenu sous les auspices des Nations Unies parce qu'il n'y aurait pas de résolution qui pourrait être unie atteint si on le fait unilatéralement. Cela doit être fait dans un cadre de solution entre les différentes parties et pour cela, tout cela doit être fait sous l'égide des Nations Unies. La solution politique se doit d'être multilatérale, transparente et inclure toutes les oppositions. L'élément pour ce qui est de la négociation des Nations Unies met l'accent sur la participation des femmes. L'ONU a accru le nombre de femmes comme négociatrices et médiatrices dans ce processus fatwa. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que, selon votre perspective, il est important d'avoir des femmes négociatrices? Y a-t-il des enjeux que vous portez au programme de négociation qui ne serait pas abordé autrement? Avant tout, je voudrais dire que je salue les femmes qui, de partout au monde, se sont prouvées dans toutes les facettes de la vie politique, la vie civile. Je salue les femmes syriennes parce que depuis 7 ans, elles ont prouvé qu'elles sont capables de devenir des négociatrices, d'être des activistes, pas seulement des mères, mais pas aussi des conjointes de martyrs. Elles ont participé réellement aux négociations. La participation des femmes et le rôle des femmes a été, et ce à travers les rapports internationaux, être un appui à la paix, un appui durable. Plus de 27% de femmes participent et la résolution 125 met l'accent sur le rôle des femmes syriennes dans le processus de négociation. Les femmes jouent 2 rôles dans la négociation. D'abord, le changement. Ce changement au sein des forces en Syrie
parce qu'il faut établir un état de citoyenneté et de liberté dans un cadre de démocratie multilatérale et mettre l'accent sur les droits de la femme en général et la participation féminine, qui est très importante parce que cela met l'accent sur le rôle important des femmes dans les communautés. Aussi, les femmes ont un grand réseau de droits qui est là. Les pays démocratiques se doivent de travailler de concert avec ces femmes afin de fournir tout l'appui nécessaire pour tous les aspects de leur entrée dans la vie civile et gouvernementale. Et les femmes doivent être partie des élections et des mises en candidature dans le processus électoral. Et pour ce qui est du rôle de la femme dans les négociations, les laisser pour compte n'est pas une bonne chose. Mais maintenant, avec leur participation, il y a un accroissement de leur rôle. Et cela va avoir un impact dans la transition. Et la présence des femmes prouve que l'opposition est réellement engagée vers un changement et vers la concrétisation du changement et la création de la citoyenneté et de l'égalité des femmes. Selon vous, quels sont les enjeux qui sont maintenant sur la table de négociation qui ont été apportés par les femmes et qui n'auraient pas été abordés sans la présence des femmes à la table? La sénatrice Jaffer est là. Elle nous parle souvent de la réalité des femmes qui ont une connaissance plus poussée sur le terrain et cela se répercute sur la négociation. Est-ce qu'il y a des enjeux qui ont été abordés au vu de votre présence là-bas, des enjeux qui n'auraient pas été abordés autrement? Est-ce que vous voulez répondre à cela? Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Je remercie le Canada sincèrement de nous avoir accueillis. La politique des genres n'est souvent pas adoptée par de nombreux pays. Et Mosra ici est une grande ambassadrice pour l'égalité des genres en Syrie et dans d'autres pays. La voix de la femme arabe à la table de négociation ne touche pas seulement à leur présence sur la table, mais elles se doivent d'être là dans la prise de décision, dans les différentes solutions. Elles doivent rayonner auprès de la collectivité, se faire entendre et mettre un lien entre la solution, les réalités sur le terrain et les négociations, le processus de négociation en soi. Nous devons travailler sur les grands réseaux et à travers ces réseaux de femmes qui appuient les droits de femmes. Ce sont là des exemples. Nous avons déjà participé en tant que femmes. Et quand nous étions à cette table de négociation, nous essayons de travailler sur deux fronts, sur la société civile qui appuie la femme d'une part et les forces de pression qui nous menaient à une résolution à la table. Il nous fallait aussi tenir compte du fait que ces négociations ne suffisaient pas en soi pour être amené à des actions au processus. Il fallait établir pour cela quelque chose que l'on a appelé le mouvement politique des femmes pour que nous soyons des participantes et des partenaires dans ce processus afin d'unir ces deux facettes. Je dois répondre à la troisième question aussi. Oui, la troisième question, c'est que, au vu des priorités, quels sont les succès et les défis que vous avez connus en tant que négociatrice?
vous êtes une minorité et vous faites face à une opposition à votre présence même. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que serait d'être une femme autour de ces tables de négociation et quels sont les succès que vous avez connus, les leçons apprises, les défis auxquels vous devez faire face dans un avenir? En réalité, cela est un grand acquis parce que selon la pensée masculine, la présence des femmes a beaucoup de défis et pose beaucoup de défis. Un de ces défis étant la, la langue en elle-même. Par femme, on entend une mère, une épouse, donc une personne dépendante d'une autre. Donc l'idée de voir une femme qui travaille sur un enjeu politique n'est pas quelque chose qui est facilement acceptable, mais les femmes représentent 50% de la collectivité, donc leur participation est un acquis en soi. Ensuite, les exigences politiques sont souvent en porte-à-faux avec les droits, souvent les droits des femmes. Et ces droits, quand ils sont éliminés, il n'y aurait pas d'entente politique. Il nous faut faire en sorte que les enjeux du genre soient inclus dans le processus politique et que cela soit partie prenante de la réforme démocratique. Si on veut l'état de droit, qui soit respectueux de la religion, du droit et d'autres facettes sociales, il faut faire ça. Quand j'entends état de droit, je veux dire que c'est un processus inséparable du processus politique et qui inclut le droit de la femme. L'état de droit est la préoccupation de la communauté internationale et nous devons séparer, bien entendu, l'autorité législative et les autres genres d'autorité. Cela doit être fait en incluant tous les Syriens. En tant que femmes à la table de négociation, nous faisons face à beaucoup de difficultés au vu des quotas qui fait que beaucoup de femmes ne peuvent pas être partie prenante du processus politique. En 2015, la résolution des Nations Unies a stipulé que la participation des femmes dans le processus politique est une composante importante dans l'édification de la sécurité et de la paix. De là, je pense que l'inclusion des femmes dans ce processus est essentielle. Tel que dit plus tôt dans mes commentaires, nous, en tant que femmes, nous sommes là sur le terrain. Nous sommes des personnes d'expérience et moi, personnellement, j'ai participé à beaucoup de groupes, beaucoup d'organisations qui préconisent la participation des femmes et qui les encouragent à faire entendre leur voix dans toutes les facettes. Et dans le processus de négociation, nous avons conclu que cela était une nécessité que nous soyons là autour de la table de négociation. Et il nous fallait adopter un mécanisme afin d'inclure la participation féminine avec un pourcentage de pas moins de 30. Donc, nous ne sommes toujours pas satisfaits de ce montant, mais c'est déjà un acquis. Il nous faut travailler très fort pour nous assurer qu'il y ait un programme féministe dans ce processus. Nous voulons inclure les droits de la femme dans tous les aspects, dans toutes les composantes de la négociation, même dans les dossiers de la sécurité et du terrorisme. La voix féminine se doit d'être entendue et nous espérons arriver à une résolution qui mettra fin au conflit. Je voudrais ajouter ici que le grand acquis dans ce cadre est que nous sommes arrivés à l'établissement d'un groupe qui s'appelle Citoyenneté égale. Et ceci est connu de la
communauté mondiale, le monde en est informé et ils ont pu réaliser beaucoup de choses jusqu'à présent. Donc, Rouba, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cela pour ce qui est des acquis, des défis des négociatrices? Oui, moi j'ajouterais quelque chose d'autre au défi. La problématique, c'est que les femmes regardent, les hommes regardent nos corps et non pas nos réflexions en tant que journaliste et présentatrice à la télévision. Depuis 15 ans, les hommes me regardent mon corps, regardent mon visage, mon corps. Ils ne regardent pas mes réalisations. Il me faut donc travailler doublement par rapport à un homme afin de prouver qui je suis. Les hommes sont rémunérés à un taux plus élevé que les femmes et sans pour qu'on ne regarde leur capacité ni leur potentiel. La même problématique est celle à laquelle j'ai fait face à la négociation. Les hommes regardent comment est-ce que je marche, comment est-ce que je m'habille et ils regardent donc mon aspect physique et non pas mon potentiel. Voilà un enjeu qu'il nous faut aborder lors de nos négociations et lors du dialogue que nous allons tenir ici. Mais toutes mes collègues ont fait face à la même réalité et je pense que cela est un grand enjeu. Il me faut peut-être ajouter quelque chose d'autre ici, si vous me permettez. Je voudrais ajouter que nous rendons responsable la communauté internationale pour ce qui est du travail sur les droits des femmes. Et là, on n'interdit pas les hommes. Parce que quand on parle du droit des femmes, ce n'est pas un droit qui est limité aux femmes, c'est un droit des hommes aussi. Ce n'est pas une problématique qui incombe seulement aux femmes. Les hommes se doivent de travailler là-dessus. Merci beaucoup, Roba. C'est une réalité à laquelle nous nous faisons face ici au Canada aussi. Hein, la différence de salaire, ce n'est pas un enjeu qui est propre uniquement à votre pays, c'est une réalité ailleurs aussi. Mais on a parlé de plusieurs enjeux. On a parlé de la légitimité de ceux que vous représentez. C'est une question que nous posons, qui est posée aux femmes et non pas aux hommes à la table de négociation. Si on peut peut-être changer de vitesse, y a-t-il des domaines qui peuvent nous aider pour pouvoir préconiser le changement? C'est la recherche telle que menée par le CRDI. Donc, je voudrais ici que nous parlons du rôle de la recherche en appui à votre travail de négociatrice. Au Canada, nous avons tendance à évoquer les chiffres en disant que une implication des femmes mènerait plus à une paix durable. Et, mais y a-t-il des lacunes dans nos connaissances que vous pouvez identifier qui peuvent nous aider à mieux mener les prochaines rondes de négociations, en fait, qui peuvent mieux nous outiller afin que nous travaillions. Ouda, vous avez la parole. Oui, pour les études et les recherches sont ce dont nous avons le plus besoin. Nous n'avons pas de grandes euh, expériences en série. Quand on parle surtout de la participation des femmes dans le processus politique, nous avons l'ambition de voir des droits respectés des femmes tels qu'on le voit au Canada. Euh, et il y a l'expérience syrienne, bien entendu, et nous voulons apprendre de l'expérience d'autres pays où les femmes se sont trouvées dans le processus politique, elles sont devenues des actrices très importantes et des pays qui ont connu aussi des crises similaires à la Syrie. Donc peut-être que nous devons de commencer par ces pays
afin de transposer leur expérience en série. Je crois que les études, les recherches sur les normes sociales et les coutumes syriennes pourraient être utiles parce que nous sommes différents de l'Occident. Nous avons des concepts de bien, de mal, que ces concepts soient acceptés ou pas. Mais il nous faut étudier la dimension sociale des coutumes et des traditions, parce qu'il y a des femmes qui elles-mêmes sont contre les droits des femmes, pas seulement en Syrie, mais dans d'autres pays et dans des sociétés similaires à la nôtre. Donc quand nous regardons les antécédents de ces coutumes, de ces traditions et pourquoi est-ce que les femmes y croient, nous pourrons ainsi amorcer des changements et puis changer la donne pour ce qui est des quotas, par exemple, pour que les femmes puissent être plus impliquées dans le processus politique, parce que si ce quota qui est un pourcentage limité est est quelque chose qui peut nous freiner. Je pense qu'on ne doit pas tenir compte du quota, on doit tenir compte de notre efficacité telle qu'on le référait pour tout homme. Mais avant tout, il nous faut mener une recherche sur l'importance perçue des quotas. Il nous faut aussi mener une étude sur ce par quoi les femmes syriennes ont été soumises depuis les 7 années passées, que ce soit le viol, la marginalisation, la violence. Et nous avons 54% de la population en Syrie qui est féminine et ce sont elles qui sont chargées d'élever les familles. Avant, la femme syrienne travaillait et elle étudiait en dehors du foyer, mais maintenant la situation est devenue plus ardue. J'ai des tantes, des cousines, des cousins qui se trouvent en Idlib, qui est sous la houlette d'un régime extrémiste. Donc, nous avons cette réalité d'un régime extrémiste qui vraiment s'apparente à un régime extrémiste, ce qui pourrait être pire. Et surtout dans une ville telle que Idlib. Moi, je parle de cet endroit parce que c'est chez moi. Et c'est une réalité d'extrémisme qui est là et il nous faut aider les femmes à pouvoir se sortir de ce fardeau psychologique, de cette violence psychologique et il nous faut moderniser euh, le droit pour qu'il y ait une réelle présence féminine dans le processus politique. Nous parlons de droits pour que les hommes ne peuvent pas manipuler ce droit parce que le droit se doit d'être respecté. Donc, tout cela se doit d'être étudié, d'être recherché. euh, pas dans, il y a plusieurs aspects, bien entendu, mais cela serait un résumé que ce qui, à mon avis, est le plus nécessaire. Et pour ce qui est et dans les années à venir, bien entendu, dans les décennies à venir, oui, nous pourrons étudier aussi. Basma, euh, vous êtes chercheur reconnu dans ce domaine. Auriez-vous quelque chose d'autre à ajouter du rôle de la recherche dans la négociation? Moi, je voudrais abonder dans ce que Rouba vient de souligner. La plupart de ces enjeux sont importants pour que les femmes rentrent de plein pied dans le processus politique. Moi, j'appuierais de la la facette constitutionnelle et son aspect sur la participation féminine, comment est-ce que les femmes sont appuyées pour qu'elles puissent participer au processus électoral. Je pense que cela est très important pour la Syrie. Pour ce qui est de la recherche, il y a un domaine qui a été évoqué par Rouba, qui est un domaine important qui est le rôle des femmes dans leur collectivité, dans la lutte, dans la, la mise en échec des éléments radicalisés dans le tissu social. Je crois que dans la recherche, la Syrie est
la réalité syrienne serait un terreau propice à ce genre de recherche. Ce serait important. Il ne s'agit pas seulement du rôle des femmes, mais il s'agit de la lutte contre la radicalisation et la déradicalisation. Parce que la déradicalisation ne viendrait que de la société. Et maintenant, on voit que les populations dans ces régions manifestent pacifiquement et disent à ces extrémistes de quitter la région. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est ainsi qu'on arrive à éradiquer le terrorisme. C'est pas bombarder pendant des années tel qu'on a fait en Afghanistan. On sait le tort qui a déjà fait. Et je pense qu'il est important de regarder dans ces régions comment est-ce que ces choses se font et voir comment est-ce que nous pouvons informer la communauté internationale, tous les acteurs qui sont impliqués dans le retour de la sécurité et de la paix dans la région. Parce que, quelles que soient les intentions, et il se peut qu'on ne sache pas exactement ce qui se fait, pas seulement au quotidien, mais les solutions qui sont sur le terrain. Dans notre pays, notre expérience est que les solutions émanent des gens sur le terrain et le lien entre le local et l'international se doit d'être édifié par des groupes qui peuvent conseiller, qui peuvent coordonner, qui peuvent faire écho. Et je pense que les organisations, les institutions internationales ne prêtent pas assez attention à ces structures qui peuvent mitiger la situation. Et je pense que les connaître pourrait être très utile. Je pense que c'est très important et très intéressant comme point que vous soulevez et dans le cadre du travail qui est fait pour contrecarrer l'extrémisme violent. Donc, tenir compte du rôle des femmes et ce que l'on entend par cela dans les activités communautaires, les activités familiales, et tout en ancrant cette activité dans le contexte local est important. Voilà ce que j'entends des organisations féminines de par le monde. Et entré à cela, il y a l'enjeu du droit des femmes, le droit juridique, social, politique et culturel des femmes. Kanadi, au vu de vos antécédents juridiques, est-ce que vous pouvez nous faire ce lien? Est-ce que vous pouvez nous parler de comment est-ce que les négociations peuvent promouvoir les droits de femmes? Comment est-ce que la communauté internationale, au vu de ce que Basma a dit, peut s'en prévaloir? Comment est-ce que cela s'agence? Parce que les femmes, souvent, n'ont pas le droit à la parole, ne peuvent pas jouer pleinement leur rôle. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela? Oui, c'est souvent le cas, surtout la situation dans laquelle nous nous trouvons. Les négociations doivent tenir compte de l'implication de la voix féminine à chaque étape. Euh, Mes collègues et moi-même étant des négociatrices politiques au sein du CSN, nous faisons de notre mieux pour que la Syrie du futur soit un pays où il y aura l'égalité réelle entre les genres. Je remercie le Canada pour son rôle de chef de file pour ce qui est de l'égalité du genre, l'égalité réelle. Quand il s'agit de la série, il est important d'outiller les femmes pour qu'elles soient des actrices efficientes dans leur société et surtout pour ce qui est du domaine social, économique, juridique et même sécuritaire. Les femmes au CSN, nous voulons toujours bâtir des relations fortes et saines avec les groupes de femmes syriennes sur le terrain en Syrie, avoir leur appui où qu'elles se trouvent, mais surtout quand elles sont sur le terrain en Syrie, dans des zones
qui sont difficiles d'un point de vue de survie, qui sont assiégés ou qui ont été libérés, mais qui ont des ressources limitées. Nous essayons à travers nos communications avec ces groupes de femmes d'avoir des projets de développement de capacité et des projets qui leur prépareraient à prendre un rôle important de futur, un rôle dans les élections, dans l'espace culturel et oui, nous les encourageons fortement. Aussi, nous essayons à travers nos efforts dans la communication avec ceux qui sont à l'intérieur, à l'extérieur de la Syrie, d'établir des garanties pour les droits des femmes. Et de telles garanties seront inscrites dans la constitution à venir de la Syrie et des droits qui garantiraient pleinement euh, le statut de la femme et leur position face à l'État à venir. Il serait important d'avoir une vision qui inclurait la femme syrienne à tous les paliers gouvernementaux à l'avenir. Ce ne serait pas simplement une position dans un ministre ou des membres limités au Parlement, mais qui ait des rôles qui seraient puissants, qui auraient de l'influence, des rôles de dirigeants, de rôles vrais, des ministères avec des rôles pleins tels que les ministères de la Défense, des Affaires étrangères. Nous avons de l'ambition et nous avons l'ambition de voir la femme élue au poste le plus suprême de l'État. Nous avons des changements dans la législation. Les lois syriennes sont assez faibles, malheureusement. Et enfin, pour le droit des femmes, j'étais juge à Damas et je voyais toutes sortes d'exemples de femmes victimes quotidiennement qui s'étaient fait priver de leurs droits à cause de lois syriennes obsolètes, leurs droits comme pour l'héritage, les crimes d'honneur et toutes sortes d'autres violations des droits de la femme. Et nous espérons que tout cela sera surmonté à l'avenir. Ce sont là des visées très louables mais ambitieuses. Et le fait d'avoir des femmes à la table, par exemple, pour parler pour la Constitution et la rédaction de cette Constitution, c'est essentiel. Est-ce que d'autres voulaient renchérir là-dessus? Je sais que, Fadwa, vous avez vu le lien avec les groupes de femmes sur le terrain, la société civile sur le terrain. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter à ce que nous a dit Hanadi? Oui. Au départ, je suis de Raqqa et tout le monde le sait. Et il y a eu la période d'ISIS. Les femmes et les enfants ont vu une telle tuerie là. Les femmes ont besoin d'aide. On n'a plus ici le groupe armé État islamique à Raqqa, mais les femmes y sont encore et elles ont besoin aide sur le plan de la santé mentale. Elles ont perdu leur mari, leur père, leurs appuis à Raqqa. Je dirais que 60% maintenant, ce sont des femmes et des enfants. Ces enfants ne sont pas allés à l'école pendant 3 ans. Pendant la période du groupe armé État islamique, nous avons besoin d'aide. Je pourrais vous donner toutes sortes d'anecdotes de ce que ces femmes ont vécu et vu. Mais si vous m'en donnez l'opportunité, je vais vous en dire un exemple. Une femme que je connaissais auparavant, elle était
enseignante. Elle s'est occupée de son enfant sans père. Et pour qu'il soit un homme adulte, il est à l'école secondaire quand le groupe armé État islamique l'a mêlé dans leurs efforts. Et à un moment donné, la femme a dit à son fils, s'il vous plaît, elle le priait, laisse-moi te prendre, fuyons d'ici. Et l'enfant, ce qu'il a fini par faire, c'est d'aller répéter ce que sa mère avait dit. Et le résultat a été que cette femme a été mise en plein milieu de la rue à Raqqa, au centre-ville, et ils ont obligé le fils à lui tirer dessus. Et ils ne font pas ça si simplement que ça. Ils le font devant tout le monde. Ils convoquent la population. Et si quelqu'un ne sort pas, ils disent, vous sortez, vous devez voir ce qui va se produire maintenant. Alors imaginez un peu, beaucoup de femmes ont vu cela, beaucoup d'enfants ont vu la mère tuée par son propre fils. Ces femmes ont besoin de beaucoup d'aide. Ces enfants ont besoin d'aller à l'école. Et je suis ici parce que je cherche à ce que le gouvernement du Canada, à ce que vous tous agissiez pour ces femmes et ces enfants. Merci. Merci, Fadoua. Je pense c'est très difficile de reprendre la parole après une telle anecdote. Et on sait bien, vous l'avez dit, ça n'est pas le seul récit dont vous pourriez nous faire part. Alors on en arrive à la dernière question avant de s'ouvrir à la salle. Comment des pays comme le Canada peuvent-ils aider l'équipe de négociation dans votre rôle et dans la recherche d'une solution diplomatique et politique à la situation en Syrie? Avez-vous des suggestions pour le gouvernement canadien, mais aussi la population? Tout d'abord, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance d'avoir l'opportunité de parler au Canada. Je suis canadienne, j'ai l'impression d'être un peu chez moi. Et j'aimerais pouvoir refléter certaines des choses que nous pouvons demander. Le Canada peut pas travailler avec les partenaires pour créer une stratégie pour revenir à la table de négociation. Il faut revenir à la table de négociation. Nous savons que sans solution politique, nous ne pouvons avancer. Il faut que le Canada œuvre en ce sens. Deuxièmement, nous savons que les Occidentaux, souvent, ne veulent pas appuyer certaines des provinces comme Raqqa et Idlib. Il est essentiel que le Canada prêche par l'exemple. Vous avez toujours appuyé la société civile, les femmes, et grâce à vous, nous sommes ici aujourd'hui. Nous pouvons être la voix de celles qui ont été sans voix. Merci pour votre aide, votre appui, mais ce qu'il nous faut, c'est aussi appuyer toutes les organisations de femmes, la société civile, les écoles, la santé. C'était essentiel parce que c'est la seule façon d'assurer un avenir pour la Syrie. Il faut que la société civile et les organisations de femmes soient renforcées pour pouvoir affronter l'avenir. Troisièmement, je suis convaincue que si nous sommes ici, ça n'est pas comme leader, mais pour nous mettre au service du pays. Nous sommes frustrés d'être ici alors que les personnes meurent en Syrie. On avait parlé au départ de ce silence, et c'est parce que nous savons que les gens meurent. Il est important que le Canada continue à faire passer le message, les images des civils. C'est sur le plan moral qu'il nous faut protéger ces populations civiles. Et c'est
la principale priorité de notre groupe. Quatrièmement, je suis convaincue qu'il ne peut y avoir de paix sans justice. L'imputabilité passe d'abord et avant tout. Et je vois toutes sortes de personnes qui se préoccupent de l'avenir des minorités. Qu'adviendra-t-il de ces communautés minoritaires? Et je fais partie des collectivités chrétiennes, mais je suis convaincue qu'il est essentiel de parler de mécanismes pour assurer la justice. La seule façon d'assurer un avenir sans violence, on l'a vu par le passé, quand il n'y a pas de mécanisme de justice, le cycle de la violence se poursuit et on ne peut se permettre d'avoir cela en Syrie. Nous devons maintenir nos multiples cultures et là je m'inspire de la façon de penser canadienne, multiethnique. Nous devons poursuivre. Sans cela, rien n'est possible. Et je sais que le Canada appuie l'IIM et l'imputabilité, les tribunaux internationaux. Je pense que je vais m'en revenir à ma collègue Alice qui a contribué à cette lutte. Je pense qu'elle peut nous en dire plus au sujet de ce processus. Alors, voulez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Il s'agit du tribunal indépendant, international et impartial. Ce sont des éléments importants pour le Canada. Alice, je vous cède la parole et nous passerons aux questions dans la salle. Et Hanadi aussi peut-être pourra nous en parler. C'est extrêmement important de parler étant donné ce qui se passe à Setana Soji et les pourparlers là-bas. Il s'agit d'un enjeu extrêmement important pour la pérennité du processus de paix en Syrie. L'entente politique est importante, mais avant de commencer à tenir les personnes responsables des erreurs commises et des atrocités commises, ainsi que des mensonges, il faut tout d'abord établir un système de justice et de loi. Le Canada fait partie des 100 pays qui ont appuyé le mécanisme indépendant qui recueille les preuves sur les crimes de guerre en Syrie commis par le régime syrien qui en est responsable. Pas les seuls responsables, il y a d'autres responsables aussi. Quand il y a une volonté politique, la collectivité internationale peut accomplir des choses, peut accomplir des résultats en Syrie. Ce mécanisme n'est pas mené à bien, n'est pas complet, ne le sera pas tant qu'il n'y aura pas d'efforts sérieux déployés pour déployer un tribunal des crimes de guerre en Syrie. Le Conseil de sécurité ne peut agir étant donné le veto russe. L'Assemblée générale, particulièrement le fait que le Canada présidera le groupe des 7, c'est absolument essentiel. À Bruxelles, par exemple, la Commission européenne, en Grande-Bretagne, en Allemagne, la Suède ont eu des rencontres et ont demandé l'imputabilité du régime syrien. De nombreux pays appuient cela. Il faut aussi établir un tribunal des crimes de guerre en Syrie et remettre ce dossier entre les mains de la Cour internationale. En tant que négociatrice et femme nous voulons
que la collectivité internationale travaille à la transition vers la paix en Syrie. Je vous donne un exemple. Nous avons un enfant détenu, une enfant, elle n'avait que 16 ans. Elle a été prise et capturée parce que son frère était armé dans l'armée libre. Et ces femmes, c'est un fait, c'est très commun, les femmes sont arrêtées tout simplement parce qu'un membre de la famille combat. Elles ne font pas partie de l'opposition armée. Cet enfant a été torturé. Elle a été violée, agressée sexuellement. Elle pleurait, je l'ai tenue très fort parce que j'étais la plus âgée là. Et puis une autre détenue est arrivée, elle avait 76 ans. Et elle m'a dit, je veux simplement vivre. Je vais pardonner. Mais elle a dit qu'elle craignait ensuite la punition de son frère qui la tuerait tout simplement parce qu'il imaginerait qu'elle avait été violée. Et c'est ce qui se produit sur le terrain. Les femmes sont punies pour les crimes commis par d'autres. Pour moi, la solution politique sera la meilleure solution pour mettre fin à toute cette souffrance. C'est essentiel pour la stabilité et la paix en Syrie. Merci. Je pense que ce sont des aperçus importants. Nous devons le savoir nous-mêmes et nos décideurs doivent être au courant. Si nous examinons les tenants et les aboutissants de cette situation. Hanadi, voulez-vous dire quelques mots avant de passer aux questions? Oui, au sujet de ce que le Canada pourrait faire, récemment nous avons vu que les États-Unis ont figé leur soutien, ont mis un terme à leur soutien pour le processus de paix. Cela a une incidence pour différentes organisations comme les Casques Blancs et la Défense civile. Et mon amie l'a bien dit plus tôt quand elle a parlé de l'importance du travail, l'importance d'avoir des organisations sur le terrain dans la défense civile. Il faut inclure des femmes au sein de ces groupes et les mécanismes du travail sont aussi importants. Il faut que la coordination se fasse avec les femmes. Il faut qu'elles fassent partie de ces zones libérées, qu'elles soient présentes pour coordonner avec l'opposition, les forces policières. Par exemple, les femmes ont travaillé à Etnib, à Aleppo. C'était une merveilleuse expérience. Si la présence d'une femme au sein de ces organisations, il s'agit d'une bonne façon de préparer le terrain pour l'établissement de la paix. Et nous, au Canada, nous voulons que le Canada donne l'exemple de la façon d'habiliter les femmes et les appuyer. De nombreux pays, malheureusement, comme les États-Unis, ont arrêté d'appuyer les efforts des femmes. Cependant, dans le camp al-Zatari, par exemple, il y a maintenant des femmes qui souffrent énormément, des femmes qui donnent naissance à des réfugiés dans ces camps. Il y a des dizaines et des centaines de femmes qui ont été déplacées du sud de Damas, de Ghouta, de Homs, et elles sont encore à vivre à air ouverte avec des insectes, des animaux, avec le ciel pour seul toit. Beaucoup de femmes sont enceintes, beaucoup de femmes donnent naissance à ciel ouvert. Elles souffrent de terribles conditions. Personne ne leur vient en aide. Dans la région d'Al-Bab, par exemple, Idlib, ce sont des zones à forte population et qui sont tombées sous le contrôle d'une organisation d'extrémistes. Aleppo du Nord aussi a une
très forte population parce que beaucoup de personnes de différentes parties de la Syrie viennent dans cette partie de la ville. Il faut une forte coordination avec les Syriens, surtout de la part du gouvernement de Turquie, afin d'offrir des solutions pour loger toutes ces personnes, pour les aider, particulièrement aider les femmes qui souffrent de pression grave. Merci beaucoup. Nous, au Canada, nous avons une politique d'aide internationale féministe. Nous avons un plan d'action pour les femmes, la paix et la sécurité. Nous avons certainement donné beaucoup d'exemples concrets de façon de concrétiser ces engagements de politique en Syrie. Je pense que c'est important pour notre travail ici au Canada. Nous avons un peu de temps maintenant pour vos questions dans la salle, 2 ou 3 questions dans la salle, puis je céderai la parole de nouveau à nos experts, puis nous passerons à une deuxième ronde de questions. Quelqu'un a le micro? Oui, le micro. Je m'appelle Rihanna Hashmi et je suis très heureuse. Je vous félicite toutes les 6, y compris Beth, pour le très beau travail que vous faites. Ça n'est pas facile. Je voudrais parler de quelque chose. Je viens du Pakistan. Je travaille au Pakistan, en Afghanistan, et croyez les conseils d'une grand-mère et d'une mère. Nous avons vécu cette situation depuis de nombreuses années, depuis la guerre froide avec la Russie, une situation semblable à celle de la Syrie avec les superpuissances, l'Iran et l'Arabie saoudite, qui aussi étaient les forces principales, et la Russie en Afghanistan et au Pakistan sont aussi intervenus. Pour revenir à la situation du rôle des femmes dans la paix et la sécurité, je peux vous expliquer le rôle de l'ACDI. L'ACDI qui a joué un rôle important. Je vous donne l'exemple du temps où je travaillais en 87. Je suis allée dans une région qui était des collectivités qui s'entretuaient, et avec ce programme pour organiser les groupes de femmes, quand les talibans sont arrivés, c'est la seule région quand les groupes de femmes ont travaillé ensemble, parce que vous savez, quand vous perdez un fils, une fille, la douleur d'une mère est la même, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre. Comme vous l'avez dit au sujet des détenus et de leur souffrance, pour elles, le rôle des femmes est extrêmement important, même en dehors du Pakistan. Après le Taliban, les gens s'entretuaient, mais pas dans cette région. Jusqu'à maintenant encore, il n'y a pas de lutte intestine au sein de la collectivité parce que les talibans voulaient avoir une influence, mais elles ne l'ont pas écouté. C'est un exemple du rôle, et le Canada a joué un rôle de catalyseur. Dans cet exemple, il y a aussi maladie, à juste titre. Il faut travailler des deux bords, du côté des politiques et du côté de la base, et les rapprocher. Le CRDI et Affaires mondiales doivent travailler avec les organisations de la base et avec les collectivités. Si vous voulez travailler au niveau des projets uniquement, ça ne donnera rien. Il faut travailler avec les collectivités, avoir une approche de mentorat avec des petites organisations et travailler avec des organisations existantes. Les États-Unis, vous avez dit que vous étiez mécontente, mais c'est bon qu'il soit retiré. Pour moi, le Canada peut jouer un rôle de catalyseur et vos organisations peuvent jouer un rôle de négociateur et faire le pont entre la base et les plus hauts niveaux. Merci. On va prendre quelques questions et ensuite on reviendra à nos expertes. Oui, dans le coin. Merci. Je m'appelle Margaret Huber et je suis responsable du Conseil international pour la capitale nationale du Canada. Et en tant qu'ancienne ambassadrice chez les pays avoisinants, la Jordanie et l'Irak, je suis enchantée d'avoir l'opportunité d'entendre de telles éminences aujourd'hui. Et je remercie le CRDI et le Centre mondial pour le pluralisme.
Ma question en rapport aux manchettes des nouvelles aujourd'hui au sujet de la Syrie, il semblerait que pour avoir la paix en Syrie, nous devions accepter Bachar al-Assad et aller de l'avant. J'aimerais savoir quels sont les commentaires des experts à ce sujet. Merci. Encore une question ici. Bonjour, je m'appelle Caitlin. Vous avez parlé longuement de l'importance des femmes au sein du gouvernement, pas seulement dans les négociations pour la paix et l'entente politique. Alors je me demande de quelle façon nous pouvons, le Canada, vous appuyer pour préparer le terrain, pour protéger les femmes contre la violence en période électorale. On n'a pas le temps de demander à tout le monde de répondre à toutes les questions. Je vais demander à 2 ou 3 panélistes s'il y a quelqu'un qui voudrait nous parler de l'avenir des manchettes. Est-ce qu'il faut accepter Assad? Si la Syrie tient des élections, est-ce qu'il y aura une protection pour les femmes contre la violence électorale? Parce qu'on en a vu dans différents endroits. Et les liens, le rôle du Canada comme catalyseur pour rattacher la base et d'autres domaines. Hind? Oui, très rapidement, un commentaire pour ma consoeur. Merci pour ce commentaire. C'est très utile parce que c'est justement ce que cette équipe épatante cherche à faire, parce qu'on n'a pas qu'un seul rôle. Il joue toujours sur le plan politique, mais aussi au sein de la société civile, très proche du terrain. Nous avons été en mars dans les camps de réfugiés en Jordanie. Nous avons tenu des ateliers au sujet pour pouvoir commencer. Nous ne devons pas nous contenter d'apprendre, nous devons aussi enseigner aux gens de la base. Et ça va nous donner cette crédibilité aussi. Nous ne sommes pas ici dans le tour d'ivoire, nous sommes sur le terrain pour faire du travail aussi. Et c'est extrêmement important et nous voyons. Quand nous avons fait l'atelier avec les femmes, nous voyons comment elles réagissent. Elles sont très ambitieuses, elles veulent assumer les rôles de leadership à l'avenir. Alors que les groupes d'hommes souvent sont plus amers. Nous voyons que pour l'avenir, c'est exactement ce qu'il faut. Et l'an dernier, quand nous faisions cela avant de parler à Genève, nous sommes allés en Jordanie ou Liban pour voir ce que les femmes veulent bel et bien. On avait regroupé tout ça sur des bouts de papier et on a affiché ça sur les murs des rencontres à Genève pour que les hommes puissent voir ce que les femmes veulent. Et c'est exactement cela. Et je me rappelle que Ruby est venue et elle a dit c'est exactement ce qu'il faut que ces hommes entendent, qu'ils entendent ce que les femmes sur le terrain souhaitent. Voilà, j'ai eu parlé pendant toute une minute. Basma, en une minute, je pense que nous avons fait toutes sortes de suggestions au sujet de ce que le Canada peut faire et ce que le Canada ne doit surtout pas faire. S'il vous plaît, nous en prions le gouvernement du Canada de ne pas faire certaines choses. D'ordinaire, ce genre de déclaration au fil des ans, c'est ce qui a fait le plus de tort aux efforts pour en arriver à une solution politique, parce que ces commentaires sont pris par le régime Assad comme reconnaissance, relégitimisation. C'est la carotte qui lui est donnée gratuitement. A-t-il participé aux négociations? A-t-il coopéré? A-t-il fait quelques concessions que ce soit? La réponse est non. De lui offrir la carotte plutôt que le bâton, ça devient un bâton contre la population. Et c'est exactement ce qui se produit depuis 7 ans. Nous en souffrons et je pense que toute politique qui cherche la justice, qui cherche à établir l'imputabilité, est totalement minée si on a affaire à ce genre de déclaration ou si on songe à participer. Vous savez qu'il y a un forum de désarmement où le régime syrien, la Syrie, est le pays qui présidera. Peut-on imaginer un seul instant que le représentant d'Assad va présider à cette commission et que les pays siégeront là? C'est inimaginable. Il y a certaines choses que vous ne devez surtout pas faire si on veut maintenir la crédibilité des efforts déployés. Nous cherchons une solution politique en tant qu'opposition. Vous verrez
qu'il n'y a pas de déclaration comme quoi Assad doit quitter comme précondition. Ce qu'on dit dans le texte, y compris de la part des groupes qui se joignent au processus de négociation, Assad devrait partir dans les premières étapes de la transition. Ça vous donne une idée de ce qu'il reste comme marge pour négocier, parler d'une entente. Mais nous n'avons jamais vu quelques signes que ce soit comme quoi il y a moyen de coopérer avec le régime en place. Si vous remontez à 2011, les modérés au sein du régime ont tous été mis de côté. Ceux qui cherchaient la guerre sont ceux qui continuent à entourer Assad, et leur logique a eu le haut du pavé depuis 7 ans. Et c'est de cette façon que le peuple a eu à payer si cher. Il est essentiel pour nous de ne pas voir ce type de participation dénoncée, de déclaration. Et Assad s'en sert par la suite sur tous les fronts pour dire le Canada nous appuie, le Canada veut que je reste en place. Très bonne réponse. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, Alice? Simplement en réponse à la question, il est très important quand on parle d'imputabilité, le fait que Bachar el-Assad doit rester dans une phase intérimaire. Je pense qu'il le faudra parce que les Américains et les Russes monopolisent le dialogue. Quand on parle de paix, n'oublions pas que le régime est responsable de ce qui s'est produit. On parle d'imputabilité pour les criminels de guerre. Il est le principal criminel de guerre. Il était responsable de ces crimes de guerre en Syrie. Alors, si on veut parler de libérer les détenus, les seuls détenus qui a été libérés à la fin 2011, début de la révolution syrienne, ce sont 6 000 islamistes. La plupart d'entre eux relèvent des factions islamistes extrémistes qui ont fait fi des exigences très justes de la révolution du printemps. Le groupe armé État islamique a servi au régime syrien et à Assad parce que c'est ce qui lui a permis de dire essayons de conserver ce que nous avons avec le régime Assad pour en arriver à une solution politique pour tous. Et c'était une solution pour tous sauf les Syriens. Nous voulons une solution politique, mais une solution qui soit juste. On parle d'une période intérimaire. Il faut rebâtir l'armée en excluant tous les criminels. Il nous faut un milieu sûr et neutre avec la libération des détenus, la liberté de la presse pour permettre une véritable transition. Comment le faire avec le principal criminel participant au processus? Nous avons le temps pour une autre rapide ronde de questions, mais je vous inviterai à présenter vos questions très brièvement. Vous avez vu quelqu'un? OK. D'accord, nous allons donner la parole à Louise. Merci beaucoup, merci d'être tous ici et du grand travail que vous faites, ainsi que votre courage. Et je m'appelle Rebecca Sears. Je travaille avec le comité central ménonite. Ma question est la suivante. J'entends qu'il y a eu les pourparlers de Genève et d'autres négociations qui se tiennent maintenant à Sochi. Vous avez ces deux processus enclenchés et avec une grande lacune. À Genève, manque de représentativité du régime, et à Sochi, le contraire, pas de présence de l'opposition. Donc, je me demande si vous avez des conseils, comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens se retrouvent à un niveau assez élevé, et comment est-ce que à Genève, on aurait pu avoir le groupe de femmes qui travaillent dans des territoires qui sont gouvernés par le régime. En fait, savoir si vous avez des idées pour réconcilier cela. Parce qu'à moins que tous soient autour de la table de négociation, tel que vous l'avez dit, et ces négociations ne seront pas couronnées de succès. Oui, Rachel, qui d'autre? Je crois que ma question est un suivi de la question de Becca. Je m'appelle Rachel Vincent.
Je suis de l'organisation féministe féminine qui s'appelle Nobel for Fish Initiative. Je remercie Affaires mondiales Canada d'avoir organisé cela. C'est un dialogue très important et très apprécié en ce moment-ci. Pour faire un suivi de ce que Beck a dit, est-ce que vous pouvez nous faire une ébauche du scénario idéal pour vous et pour que nous, en notre tour, nous puissions faire une plaidoirie pour une solution politique que vous nous décrirez ici? D'accord. Une autre question avant de donner la parole à nos expertes. Dernière question. Bonjour, merci. Ahmed de la Tunisie. Je voudrais faire des commentaires. Mais je ne parlerai pas de l'aspect politique au vu de sa complexité. Mais je pense que ce qui a été mentionné par vous toutes est le rôle de la société civile et surtout celle des associations féminines. Et là, je voudrais parler en arabe. Je crois qu'il y a une grande possibilité de communiquer avec les organisations féminines en Tunisie parce que nous croyons que le rôle de la société civile en Tunisie a été important et cela nous a permis d'avoir des institutions qui sont garantes du droit des femmes et du rôle des femmes et qui a garanti l'entrée des femmes par par le portail blanc qui a mené à son rôle plein dans les différentes facettes de la société. Je crois que ce changement va émaner des organisations communautaires, des organisations sur le terrain, surtout dans une société arabe et musulmane où les femmes n'ont pas de rôle traditionnel. Je crois qu'au vu du temps, je vais demander à tous de prendre quelques minutes afin de répondre à cette première volée de questions sur les élections, l'importance des organisations communautaires. Quel serait le scénario idéal pour rebondir sur la question de Rachel ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne de l'espoir dans la situation telle qu'elle est? Et je demanderai à chacune d'entre vous de nous faire état du mot de la fin, mais je crois que, bon, au vu du sujet, nous voudrons bien continuer pendant des heures, mais on va devoir conclure. Donc, on va commencer par vous, à l'autre bout. Est-ce que vous avez des commentaires, des mots de la fin? Je crois qu'il ne faut pas céder à... Rachel disait qu'il ne faut pas céder à la peur pour qu'il y ait la justice. Les résolutions internationales qui ont émané de la déclaration de la rencontre Genève 1 et du programme et de la résolution 2254 de négociation, c'est qu'on parlait d'un gouvernement intérimaire provisoire qui aurait toutes les compétences législatives, politiques. Et nous avons mis une vraie feuille de route qui garantirait la liberté de tout un chacun. Mais l'intérêt d'autres pays a néanmoins mené à un conflit de ces points. Donc, après l'accord des États-Unis et de la Russie sur l'enclenchement de processus politiques pour le processus constitutionnel et autres, a mis un frein à notre programme. Il ne peut pas y avoir de réforme constitutionnelle sans un environnement neutre et sécuritaire. Et cela l'extrait pour contre les Syriens qui sont en dehors de certaines zones, les libertés de la presse, les libertés de la parole. Et il faut s'assurer que toutes ces libertés soient garanties afin d'avoir un processus électoral véridique
qui répondrait à l'état de droit. Mais maintenant, ce régime va faire en sorte que nous arrivons à une solution politique qui serait manipulée. Nous, les Syriens, nous n'avons pas pris part aux résolutions qui sont évoquées, mais nous avons besoin que les résolutions que nous préconisons soient mises en application. Fadwa, est-ce que vous voulez répondre à certains commentaires, des mots de la fin? Oui, moi je voudrais renforcer ce que ma collègue Alice vient de dire. Le régime Assad fait de son mieux pour manipuler les résolutions 1354 et ne pas aller à Genève. Et quand on parle d'autres tables et des conférences Sochi Astana, et le fait qu'il ne voulait pas aller à Genève, qu'il ne voulait pas être autour de la table de négociation, nous avons besoin que le Canada nous appuie, qu'il puisse mettre la pression sur Assad et son régime afin de les pousser à retourner à la table de négociation et afin qu'ils reviennent à la résolution 2254. Et maintenant, je remercie tout le monde. Je remercie l'ami de la Tunisie pour son appui et pour sa proposition qui vise à travailler avec les femmes en Tunisie. Et bien entendu, nous voulons vraiment, nous aussi, pouvoir avoir notre printemps arabe. Je vous remercie de l'opportunité qui nous a été ainsi conférée de m'adresser à vous, de nous adresser à vous. Merci. Moi, je voudrais dire que mon espoir se bâtit sur les difficultés que nous avons connues au fil des 7 années écoulées et dans des domaines spécifiques. De cela que nous avons été empêchés affectivement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur par Assad, à pouvoir être en contact avec la communauté. Et nous savons qu'ils ont été détournés, qu'ils ont été gardés dans la peur et que la peur a été cultivée afin qu'ils continuent à l'appuyer. Logistiquement, nous sommes incapables de pouvoir être en contact avec des parties de la Syrie et ces Syriens représentent notre futur commun. Et si nous n'arrivons pas à les joindre, nous ne pourrons pas avoir ce futur de Syrie unie. Je voudrais voir toutes les forces, les milices, les groupes armés hors de la Syrie comme première étape du processus de paix. Je voudrais que nous soyons en lien avec la société civile dans toute sa dimension, toutes ses composantes. Et je voudrais dire aussi que je souhaiterais voir les femmes dans les urnes, et ce, en grand nombre, s'il nous est donné l'opportunité d'avoir des élections libres et justes. C'est un processus assez complexe, mais le travail que nous, les femmes, nous pouvons faire pourrait tirer profit de l'appui technologique. Et il est important de dire aux femmes que mathématiquement, elles pourront décider du futur de la Syrie. Je ne sais pas si pour le moment c'est une réalité qui est réalisée par plusieurs. Je crois qu'il nous faut travailler à cette lumière. Merci beaucoup. Hanadi. Il y a plusieurs souhaits, bien entendu, qu'il nous faut établir pour le futur, l'avenir de la Syrie. Je remercie la dame qui a parlé d'un enjeu très important qui a trait
à ce que le Canada peut faire pour appuyer les organisations humanitaires et la violence sexuelle commise en Syrie est une donne. Nous avons beaucoup d'enjeux, bien entendu, et nous avons une réalité assez dure qu'il nous faut gérer. La société en paye le tribut et le prix de de ces hostilités ouvertes et portées par les femmes et les enfants. Comment est-ce que nous pouvons gérer cette situation? De deux manières. D'abord, euh, habiliter à tous les paliers, les femmes, les formations à tous, y compris pour les factions armées, la société civile, les groupes locaux et les activités familiales. Ce doit être encadré, donc formé et puis habilité, outillé. Il s'agit aussi d'enseigner le droit humanitaire international, la protection des droits, de protection des femmes, leurs droits, la protection des enfants et leurs droits, et les protéger de toute forme de violence. Ensuite, il nous faut surtout mettre l'accent sur l'élargissement du cercle afin d'inclure d'autres enjeux tels que le fait que l'on déplace les enfants sur le théâtre de guerre pour qu'ils aillent lutter. Il ne faut pas parler seulement des femmes, parler des enfants. Ces enfants sont des Syriens. Ils sont le futur de la Syrie. Donc, il devrait y avoir une importance réelle qui est placée en l'importance des enfants et à leur mobilisation vers l'effort de guerre. Et il y a de grands nombres d'entre eux qui sont mobilisés. Ce sont des statistiques effrayantes. Beaucoup d'organisations ont fait du grand travail dans le cadre des enfants soldats. Vous avez dans des groupes tels que le PKK, et il nous faut travailler pour le futur de la Syrie en incluant tout ce que je viens d'évoquer dans la Constitution et les résolutions à venir. Protection de l'enfant, protection de la femme et aussi évoquer ces enjeux tels que la violence sexuelle, les atrocités commises contre les communautés. Mes collègues et moi espérons pouvoir vivre la situation d'une Syrie unie, libérée, évoluant dans l'état de droit. Merci. Je crois que nous sommes à midi, mais je vais vous demander vos permissions de continuer un peu plus. Et puis, par la suite, nous allons conclure. Oui, et vous avez la parole. Je crois que il est difficile de prendre la parole maintenant parce que toutes les bonnes idées ont été évoquées. Mais tel que ma collègue a dit, c'est vrai, nous réalisons que la Tunisie était un bon exemple. Nous savons qu'il y a eu, ils ont connu la même violence dans la société civile et c'est raison pour laquelle nous travaillons fort pour appuyer la société civile parce que nous avons appris de vous. Mais je sais que vous avez de grandes narratives et des succès qui ont été accomplis par votre société civile. Merci beaucoup parce que nous travaillons avec des femmes tunisiennes qui sont nos modèles à émuler. Je sais que Alice et moi avons voulu aller à Rihani, au sud de la Turquie, pour travailler. Il était très difficile de travailler avec eux, avec les gens là-bas, leur apprendre la politique. Nous étions épuisés, mais nous avons parlé des enjeux de l'épaule, et puis c'était dur. Mais ces femmes nous ont donné de l'espoir parce que nous avons su qu'en dépit de toutes les difficultés qu'elles avaient, elles se levaient le matin
Et puis, ce qu'elles veulent, c'est d'avoir une série qui était en paix, qui était pluraliste, où tous les citoyens vivaient en égalité. Ben, avant le CSN, moi, j'étais à tête d'un comité et Ahmed, là, dans notre comité, nous avons insisté pour qu'il y ait une voix de la société civile à la table de négociation. C'est d'ailleurs, ça, c'était le cas. Je ne pense pas qu'il y ait cette réalité dans d'autres pays arabes. Quand on parle de la société civile, on se demande toujours, est-ce que ce sont des traîtres? Il y a toujours cette théorie du complot. Quels sont ces acteurs de la société civile? Maintenant, on nous voit comme étant des partenaires. Et même si nous critiquent, nous savons qu'ils le font sciemment et il nous faut essayer de comprendre. Merci beaucoup. Et le mot de la fin est pour Oruba. Moi, je vais parler brièvement. Je ne veux pas être exhaustive. Nous disons toujours l'espoir vient de la douleur. Moi, j'ai perdu mon frère unique. Il était un membre gradé de l'armée. Il a refusé de tirer sur la population civile. Mon frère me manque. Je suis très fière de lui. La Syrie libre, démocratique, sans le régime Assad. Madame, vous savez, vous avez posé la question par rapport à Assad. C'est comme si vous demandez, est-ce que vous voulez perdre un fils ou un frère à cause de quelqu'un et ensuite voir cette personne au pouvoir? Je ne crois pas que quelqu'un accepte cela. Moi, j'ai un enfant et mon frère avait une fille et un fils. Et ceux-ci sont le futur de la série. Vous avez des milliers d'autres personnes qui ont perdu les leurs et ils représentent, eux, maintenant, l'avenir de la série. Et nous voulons que le Canada protège ces personnes, s'en occupe, veuille à leur formation. Nous voulons retourner en Syrie. Personne ne veut migrer. Personne ne veut demander le statut de réfugié dans un autre pays. Nous voulons vivre dans notre pays et ce librement et démocratiquement. Nous voulons mettre fin à un régime qui nous a tués et nous a déplacés. Je pense que la Syrie libre aux yeux de mon neveu, de ma nièce, sera ainsi. Ce seront à eux de bâtir le pays. Et nous sommes heureux de bâtir la Syrie sans ce régime criminel. Merci beaucoup à toutes nos expertes panélistes. Nous apprécions votre point de vue sur ce défi qui se pose à nous. Je suis sûre qu'on aurait pu avoir cette discussion pendant encore bien longtemps, mais vous avez ouvert des fenêtres sur plusieurs enjeux. Et nous apprécions votre engagement envers la paix, la justice. Et nous vous remercions de vos réflexions que vous avez bien voulu partager avec nous. Et merci de vos conseils quant à ce que le Canada peut entreprendre. Vous nous avez donné la preuve que tous les enjeux sont des enjeux qui sont féminins. Et les femmes ont leur mot à dire pour ce qui est de la paix, de la sécurité, de l'aspect militaire, l'aspect de la paix, des négociations. Vous avez enrichi les discussions et comme il se doit quand les femmes sont impliquées. Donc, joignez-vous à moi pour les applaudir bien fort.